ici par plusieurs personnes pour qu'il puisse arriver à Casablanca et au Maroc à un prix 3 fois moins cher que le prix français. Et ce travail a été donc, je voudrais profiter de ce mot qui m'a été permis de prendre la parole pour le dire, grâce au service culturel de France, l'ambassade de France à Rabat, en la personne de Jean-Marc, mon ami Jean-Marc Bertrand. Et je voudrais dire que ce travail de Mohamed Al-Khoun, que vous avez entendu pendant 35 minutes comme s'il était avec nous dans cette salle, ce travail a été édité la première fois en 1982, c'est-à-dire il y a plus de 30 ans. 10 ans après, en 91, il a été publié par un de mes grands amis tunisiens, c'est Mohamed Ben Taïb, les éditions Alif. Et puis, 20 ans après, on le reprend au Maroc, avec une dernière version finale, retravaillée un petit peu, et qui est un texte majeur de Mohamed Al-Khoun. Et je pense que cet ouvrage est important pour que tous les Marocains puissent le lire, le comprendre. Et comme vous le savez tous, Mohamed Al-Khoun a été un des grands penseurs, avec une pensée libérale. Et vous avez même vu dans son travail tout à l'heure, il disait ce problème qui nous pèse tous, Marocains et Français, aussi bien en France que dans le Maghreb, cette identité qu'on veut faire donner et cet habillage sur l'islam qui n'est pas le vrai, et qu'un texte, il ne faut pas le réciter, il faut le comprendre, il faut le lire. Et je terminerai par, je voudrais dire, et rendre hommage à son épouse, qui le fait revivre une deuxième fois, Toulia Harkoun ici présente, qui fait un travail remarquable, qui fait un travail, mais je peux vous assurer que moi, très peu de personnes peuvent faire le travail qu'elle fait pour restituer cette œuvre, pour faire revivre une deuxième fois Mohamed Harkoun. Et bravo, parce que c'est une femme, je peux même vous dire, c'est une femme d'exception. Et je termine pour remercier mes amis qui sont venus ici, de Tunisie, de France, et aussi d'Algérie, et tous unis pour ce travail de recherche, ce travail de porter encore cette voix et cette parole d'un grand penseur, Mohamed Harkoun, et je vous remercie. Je remercie également Alban Labas qui nous permet d'être reçus, comme d'habitude, très bien chez lui. Et merci au public d'être présent avec nous ce soir. Merci. Selon l'usage, le public peut prendre la parole, mais nous n'avons pas beaucoup de temps, donc quelques questions, en vous rappelant qu'une question prend une forme interrogative, qu'elle soit à la fois courte et qu'elle respecte cette règle grammaticale. Levez la main ceux qui veulent poser une question. Oui, bonsoir. Alors, je suis plutôt du domaine littéraire. Je suis critique littéraire spécialisée dans la littérature marocaine francophone en particulier, auteur. Bon, ça n'a pas vraiment de rapport. Je suis très intéressée par toutes ces questions, dans la mesure où je vis et je travaille dans un pays où l'islam est omniprésent. Mais en écoutant les explications du professeur Harkoun, que j'admire profondément, je me suis posé la question, est-ce que tout ne revient pas, est-ce qu'on peut vraiment dire que tout ce qui concerne nos problèmes actuels mondiaux d'affrontements religieux qui concernent entre autres l'islam sont vraiment des problèmes purement philologiques, théologiques et de compréhension du texte? Pour moi, j'y vois profondément des manipulations économico-politiques. Est-ce que Mohamed Harkoun a pris en compte cette donnée des problèmes afférents, voilà, tout
ces problèmes qui concernent l'islam actuellement. Tout simplement, oui. C'est tout ce que nous vivons comme confrontation et tout ce que nous vivons comme une régression, que je peux définir comme régression, c'est dû à cette rupture entre notre texte sacré, que je peux dire notre texte sacré, et nous. C'est qu'on attend à ce que des prêcheurs, par exemple, nous donnent leur explication et leur interprétation sur ce texte sacré. Donc, la majorité du peuple, qu'il soit tunisien ou algérien ou marocain, le peuple arabe, la société arabe, elle est manipulée par quelques guides spirituels qui prétendent avoir la réalité de la religion en se basant sur le texte coranique. Et je peux vous donner un exemple. Vous voyez par exemple maintenant l'état de l'État islamique. La question de l'État, je peux dire, je ne veux pas la nommer État islamique, bien que ce que nous trouvons maintenant dans les médias, ils l'appellent les Dawesh, que je nomme Dawesh. Et ils se basent sur le Coran aussi. Vous pouvez prendre comme exemple l'encyclopédie de Ibn Mujahid. Ibn Mujahid, il est vivant. Il a fait une encyclopédie à propos du djihad. Et qu'il nomme cette encyclopédie la jurisprudence du sang. Vous pouvez l'ouvrir. Vous pouvez au moins la lire en diagonale. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Il se base au début sur un volume, tout un volume, où il ne fait que citer des versets. Ces mêmes versets, vous les trouvez, vous pouvez dire que ces versets, c'est pour la modération, pour la liberté de la croyance, mais pour lui, il sait comment l'interpréter d'une façon à ce qu'elle soit, ces versets, à ce qu'ils soient dans le sens de djihad. Donc, les gens qui sont pieux, ils croient en Dieu, non, ils ne croient pas au texte, mais ils croient à l'interprétation. Et c'est là ce qui est grave. Le jour où tout le monde peut s'entraider, on doit se serrer les coudes, où on peut mettre en application le projet de Mohamed Harkoun sur terrain, on arrive au moins à pousser les gens à se poser les questions. Le jour où les gens se posent les questions, c'est-à-dire qu'ils commencent à s'en douter de ce qu'ils ont comme connaissance qu'ils prétendent que c'est la vérité. Une autre question? Oui. Vous avez déjà le micro? Oui, j'ai le micro. Et vous? Oui. Vous présentez, s'il vous plaît. Je suis Nouzette Sous, chercheur en droit des femmes en particulier. Je m'intéresse justement à cet aspect de l'instrumentalisation, puisque c'est le terme qui est habituellement utilisé, de la religion en ce qui concerne particulièrement les droits des femmes. Je voudrais faire un petit commentaire. Je retiens une phrase qui a été dite par Mohamed Harkoun dans ce que nous avons vu, ce documentaire, quand il dit que la théologie, c'est l'intelligence de la foi mise à l'épreuve du temps. D'accord? Donc, partant de cette expression... Cite Chenu, absolument. Partant de cette expression et partant de ce qu'il a répété à plusieurs reprises, la complexité, sortir de la clôture dogmatique, d'accord, pour ouvrir la porte à des interprétations diverses, je pose ma question à Mme Stellini. Comment pouvez-vous parler d'une réalité textuelle dans ce cas-là? Dans la mesure où le texte, justement pour qu'il puisse vivre, doit pouvoir bénéficier d'interprétations diverses en fonction des époques, en fonction des contextes, etc. Comment peut-on parler justement de cette réalité textuelle qui, à mon avis, nous enferme encore une fois dans une clôture dogmatique? Merci pour cette question. Parce que là, on est dans le vif de l'islamologie appliquée. Je peux vous donner, je vous réponds par un verset. Et je peux dire que c'est le problème de nos sociétés maintenant. C'est notre problème, qui est l'égalité dans l'héritage.
textuelle, qu'est-ce que vous trouvez? On trouve dans la 4e sourate, qui est la sourate Nisa, les femmes, les versets 11 et 12. Je vous donne précisément 11 et 12. Je peux vous poser la question, est-ce que les gens ont bien lu ces 2 versets? Je vous assure que non. Ah oui. Pourquoi? Parce que l'expression coranique, qu'est-ce que vous trouvez dans cette expression coranique? Il y a le partage de l'héritage, mais il y a une phrase qui est importante et majeure. Après un testament ou bien c'est-à-dire tout le partage est conditionné par le testament. Donc le testament est primordial. Donc le défunt peut léguer, il y a le legs, il y a le testament. Il peut ordonner qu'après sa mort, sa fortune soit donnée sans exception. Que ce soit à sa fille, rien n'est précis dans le texte. Ni la fille, ni le garçon, ni un proche de la famille, ni même sa voisine ou son voisin. Le Coran est libre. Il a laissé le défunt libre. Qu'est-ce que vous trouvez dans l'interprétation? Ça, c'est une vérité textuelle. L'interprétation historique à travers les siècles, ils ont laissé tomber le verset et ils ont commencé à nous donner des interprétations qui nous éloignent de plus en plus du texte coranique. Et qu'on trouve tous les problèmes que vous trouvez, les problèmes des ruses de fuqaha, les ruses des fuqaha, on trouve la Manbaria, on trouve la Aram, la mère des veuves, où on trouve des réponses qui sont loin du texte coranique. Alors, les 2 versets, on trouve que le Coran, il répète chaque fois, 4 fois, le legs dans ces 2 versets, mais que les interprètes et les fuqaha, ils mettent à l'écart cette expression et après ils nous donnent que la wasiya est dans le tiers et la wasiya, l'héritier ne peut pas avoir le droit d'être nommé dans un legs et ainsi de suite. Or, le Coran n'a rien dit de tout ça. Ça, ce que je veux dire, une réalité textuelle. Une autre question, s'il vous plaît, des questions courtes, parce que... D'accord. Voilà. Vraiment, Bonsoir. resserré, Ouais. et sous forme interrogative. Bonsoir tout le monde, je me présente, je suis un étudiant. J'adresse d'abord ma question à madame la Tunisienne qui a parlé à l'instant qui a évoqué un terme ou bien une notion qui est un petit peu complexe. Elle a dit l'islam libéral. Alors, ma question sera est-ce que vous parlez d'un islam libéral au sens économique ou bien au sens philosophique? Parce que, bien sûr philosophique, mais philosophie implique économie. Donc dans le sens où vous avez impliqué... On n'a pas bien compris la question, mais ça c'est pas grave. Non, ma question est Non, mais la réponse est claire. C'est le sens philosophique du terme. Oui, mais assimiler l'islam au libéralisme ne serait-ce pas une contradiction intrinsèque? C'est ma question. Donc une autre question, peut-être. Il y a Alors moi, je crois savoir qu'Arkoul insistait pour dire qu'il était avant tout historien du fait coranique. Alors, j'ai 2 remarques qui vont introduire 2 petites questions. La première remarque, c'est le manque de sources scripturaires. C'est ce que relève, par exemple, François Desroches du Collège de France. La deuxième remarque, c'est aussi celle de l'usage des documents archéologiques, tels qu'en fait, par exemple, Julien Christian Robin.
Donc finalement, les questions, c'est quoi? C'est des conséquences de ces deux remarques. Finalement, est-ce que Harkoun, malgré lui, ne traite pas le Coran en tant qu'événement historique inouï, et finalement, est-ce qu'il ne le traite pas en tant que théologien plus qu'en tant qu'historien? Et est-ce que finalement aussi, son histoire est plus une œuvre d'histoire philosophique du Coran, et donc une autre philosophie du Coran qui va être en confrontation avec des interprétations, plus qu'une histoire, disons, très savante au sens très étroit du terme du Coran. Donc, voilà. Il a répondu à cette question, je crois, à le court-métrage. Il a dit qu'il revendique son droit, lui, en tant que contemporain, historien contemporain, de lire le texte sacré avec les autres textes fondamentaux. Donc, c'est son plein droit. Donc, et la croyance, elle est mise à part, tout d'abord. Il n'est pas un théologien. On peut être théologien sans être croyant. C'est juste que le travail d'historien et le travail de penseur. Tout simplement, il est historien-penseur. Il essaie de tracer le chemin historique de la Vulgate, tout d'abord, et deuxièmement, de l'interprétation et de la philologie des concepts. Donc, lui, il participe à une nouvelle interprétation du Coran, et cette nouvelle interprétation, elle peut consolider d'autres tendances nouvelles pour l'interprétation du Coran qui sort, qui nous fait dépasser cet obstacle épistémologique qui concerne les anciennes, l'interprétation traditionnelle. Lecture du Coran, du texte coranique, c'est des constructions humaines d'une réalité. En fait, professeur Neila, vous avez parlé de la réalité textuelle. Qui dit construction dit déconstruction, pas dans le sens de l'hadm en arabe, mais dans le sens de l'binaire, comme chez Heidegger. C'est-à-dire on reconstruire, on déconstruire, on reconstruire. Selon vous, comment vous pensez que Mohamed Harkoun a repris cette thématique de reconstruction, en fait, pour reconstruire les visions vis-à-vis du Coran, et en fait, ce qui va permettre aujourd'hui à la communauté internationale d'intervenir auprès de ces nouveaux événements de fanatisme religieux qui, en fait, sont le niveau le plus bas de la dignité humaine. Vous avez parlé tout à l'heure des niveaux de la dignité humaine. Merci. Il est un fondateur d'un projet. Le temps qu'il a eu, c'est d'instaurer les principes de ce projet. Et c'est à vous et à votre génération et à nous de vous aider d'appliquer ce projet. Et les conclusions et ce que nous allons découvrir, les découvertes, se feront par le temps. On ne peut pas attendre tout. Rien n'est prêt. C'est à vous de travailler maintenant. Il a laissé. Son mérite, c'est il est un homme de chantier, un homme de terrain. Il a su nous démontrer quels sont les obstacles, quels sont les terrains qu'on doit vraiment élaborer, ou on doit élaborer pour trouver des conclusions, pour découvrir des réalités. Juste une remarque sur la déconstruction, c'est un outil parmi d'autres. Oui. Cette déconstruction n'est évidemment pas une destruction. Oui. Ça trouve place dans une herméneutique, au sens philosophique. En fait, c'est une question de musulmane de base. Je me dis que justement, avec tous les outils qu'il faut, pour pouvoir avoir les différentes lectures, comment fait-on quand on n'a pas tout ça? On doit. Je veux dire, après, c'est normal que des personnes suivent des cheikhs, parce que c'est tellement complexe et on ne sait pas quoi faire. Notre problème, ma chère, ce sont les médias. Ces médias qui cherchent à donner la parole à ces prêcheurs
et qui nous écartent. Alors notre travail, c'est de descendre sur terrain, de faire des conférences qui seraient des cours, presque des cours, et d'écrire. Et c'est à la société et à vous de nous suivre. Maintenant, on a tous les moyens de parvenir notre parole et notre discours et notre approche, et c'est à vous de faire la comparaison et de suivre. Mais je vous assure que chaque fois qu'il y ait un face-à-face avec l'un de ces prêcheurs, il y a toujours des conséquences, elles restent des traces chez les gens, et les gens ne cessent de vous poser des questions et ne cessent de vous envoyer des messages pour comprendre et connaître mieux leur religion et leur réalité en tant que musulmans maintenant dans cette période historique transitoire. Touria, maintenant nous allons passer au prix. Alors, je voudrais dire quelques mots sur la création de ce prix. Je l'ai créé en 2012 parce que c'était une recommandation que faisait Mohamed Harkoun dans toutes les institutions avec lesquelles il a eu à travailler. Il a été à l'origine de certains prix de l'UNESCO, de la Fondation Chirac, de la Fondation de l'Agacan. Et pour lui, un prix, c'était le meilleur moyen de distinguer le travail des chercheurs, des artistes, des écrivains, pour les sortir de l'anonymat. Et cela présentait l'avantage de mettre en lumière, bien sûr, le travail de la personne concernée et de donner l'exemple aux autres pour qu'à leur tour, ils puissent se lancer et se mettre en concurrence pour arriver à gagner ces prix. Alors, ce prix, nous l'avons remis pour la première fois en 2013. Normalement, c'est un prix biannuel. L'année dernière, nous avons eu une seule candidature. Cette année, nous en avons eu 5 qui viennent, une de Libye, une d'Algérie, une d'Égypte et 2 du Maroc. Le gagnant cette année, c'est le professeur Mesrahi, que nous allons écouter. Alors, je voudrais quand même dire 2 mots sur Monsieur Mesrahi. Il est enseignant-chercheur à l'université de Batna, en Algérie. Et son premier travail a été sur Harkoun. Je peux dire que c'est un spécialiste de l'œuvre d'Harkoun. Et depuis qu'il a gagné ce prix, il est devenu une star en Algérie. C'est comme s'il avait gagné le Nobel cette année. Donc il est très invité sur les plateaux de télévision, à la radio, très suivi sur les pages Facebook. Alors, je voudrais quand même dire que c'est grâce à un jury d'exception qui lui a donné à l'unanimité la première place avec une moyenne de 15,83 sur 20, ce qui est très rare chez des universitaires. Alors, le jury, il y a un membre qui vit en Tunisie, un autre au Liban, un aux États-Unis, je l'ai dit ? Non, aux États-Unis et 2 au Maroc, qui sont avec nous ce soir et que je voudrais féliciter pour leur rigueur et leur impartialité. Je vous demande de les applaudir. C'est le professeur Fethreddine Abdeltif et le professeur Ahmed Sabri. Est-ce que vous voulez bien vous lever pour que le public vous voit? Alors, le thème de cette année,
comment sortir des clôtures dogmatiques, qui sont un concept développé par professeur Harkoun depuis des décennies, comment sortir des clôtures dogmatiques d'après l'œuvre de Mohamed Harkoun, et surtout ce fameux triangle anthropologique qui soulève plein de questions et malheureusement les réponses se font attendre, c'est-à-dire le sacré, la violence et la vérité. C'est à partir de la vérité, on se croit en disant la vérité qu'on la sacralise et en fait c'est une exclusion de l'autre qui génère la violence. Donc je vais laisser la parole à au professeur Farh Masrahi qui est venu, qui a fait une expédition 450 km en voiture de Batna jusqu'à Alger et Alger-Casablanca. Donc on l'applaudit et on l'écoute. Merci Madame Touria, présidente de la Fondation Mohamed Harkoun pour la paix et l'interculture. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux d'être ici parmi vous. Tout d'abord, que la paix soit sur l'âme de notre regretté grand professeur Mohamed Harkoun, Allah yarhamou. Je ne trouve pas les mots juste pour exprimer ma joie après cette réussite que ma recherche intitulée L'humanisme comme horizon de coexistence en paix a obtenu le prix Mohamed Harkoun 2016. Donc ce prix représente pour moi beaucoup de choses. Premièrement, c'est une précieuse motivation pour continuer mon travail. C'est une responsabilité aussi, d'une part. Donc, je serai obligé de continuer mes études sur les concepts créés par Mohamed Harkoun, tels que la notion de la critique de la raison islamique, critique d'orientalisme, critique de la raison religieuse en général, et surtout le fondement de la raison émergente. Aussi, il y a beaucoup de questions soulevées par le professeur Mohamed Harkoun qui sont toujours là, la question de la tradition, de la modernité dans les contextes arabo-musulmans, la question de la laïcité, la question de l'humanisme. Il y en a beaucoup de questions, oui. Mon intérêt avec le projet harkounien, ça remonte à 1999, fin d'études licence. J'ai réalisé un mémoire de fin d'études sur sa vision de la tradition arabo-musulmane. Ensuite, avec les études de post-graduation, là où j'ai traité le concept de la modernité chez Mohamed Harkoun. Et après, ce concept est enrichi en thèse de doctorat soutenue en 2011. Je vais citer un mot de Mohamed Harkoun qui a écrit après avoir lui envoyé le manuscrit de mon premier livre, qui était intitulé La modernité dans la pensée de Mohamed Harkoun. Il écrit, donc je cite: J'espère que vous allez continuer votre travail dans le même sens scientifique et intellectuel afin d'entretenir un lien entre la jeunesse algérienne et arabe et moi. En ce qui concerne cette étude de ce prix, le thème du concours c'était comment sortir des clôtures dogmatiques du triangle anthropologique violence sacrée et vérité. Mon texte est composé, contient trois axes. Le premier, c'était sur la méthode harkounienne, qui se compose de trois instants: le déplacement, la transgression et le dépassement. Le deuxième axe, c'était sur la critique
critique de la raison islamique et la raison occidentale. Le troisième axe, c'est l'humanisme et ses conditions telles que la citoyenneté, la liberté, la laïcité et le droit à la différence. Merci. Alors, avant de remettre le prix à M. Farah Mesrahi, il faut que je parle du donateur du prix. Alors, le donateur du prix, c'est le président de l'Académie de la latinité de Rio de Janeiro, qui était un admirateur et devenu un ami du professeur Arkoun. Ils ont eu une communion de pensée. Je crois que leur rencontre a été un coup de foudre intellectuel. Et dans le cadre des colloques qu'organisait cette académie à plusieurs endroits dans le monde, le dernier auquel nous avions assisté se passait au Caire en 2009. Et M. Cândido Mendes, donc c'est de lui qu'il s'agit, qui est à la tête d'une université depuis plusieurs générations, a décidé de créer une chaire au nom de Mohamed Arkoun. Le sort en a voulu autrement, et quand il a entendu que j'avais créé le prix, auquel je comptais donner une valeur tout à fait symbolique, il a décidé de le doter de 4 000 €. Et M. François Livonnet, ici présent, est le secrétaire général de cette académie. Donc c'est à ce titre qu'il est là ce soir pour remettre ce prix. Et je vais lui laisser la parole pour qu'il vous dise un mot justement de Cândido Mendes. Merci, ce sera court. Déjà, Rio, ça vous fait rêver. Mais Cândido Mendes fait partie de ces intellectuels baroques que le Brésil produit. C'est un pays qui a cette chance. Ce sont des penseurs extrêmement ouverts et libres. Et dans le cas de Cândido Mendes, il a donc fondé cette académie qu'il fait fonctionner sur ses fonds propres, disons-le tout de suite, pour développer une forme de diplomatie de la pensée, de diplomatie du grand large, et en particulier pour développer des dialogues entre le monde de l'Amérique latine, qu'il soit lusophone ou hispanophone, et le monde arabo-musulman dans un sens très large. Donc toutes les colloques 2 fois par an, alternativement dans un pays du monde arabo-islamique au sens large, ou du monde latin, et en particulier d'Amérique latine, sont l'occasion d'échanges avec des gens de très grande qualité, puisque s'y retrouvait Jean Baudrillard, feu Jean Baudrillard, s'y retrouvent Alain Touraine, Gianni Vattimo, des philosophes et des écrivains de grande valeur. Voilà. Et je suis content de pouvoir évoquer cette figure devant vous, parce que ça fait partie de ces gens qui s'engagent dans les activités de l'esprit. Merci. Donc on va remettre le prix et ensuite je vais donner la parole à M. Berton, qui est le conseiller culturel à l'ambassade de France, pour dire un mot, parce que normalement il devait être là pour le début de notre rencontre, mais il a été retenu sur la route, donc on va lui donner la parole juste après la remise du prix. Je suis heureux. Nous sommes heureux, de remettre à la fois ce diplôme de 4 000 €.
entre Rabat et Casablanca. C'était important pour moi d'être là avec vous. C'est un événement extrêmement important. Il était important pour moi de témoigner, comme l'a fait tout à l'heure le consul, l'importance que la France, la diplomatie française, tous ceux qui cherchent à rapprocher les deux rives de la Méditerranée, à faire prévaloir la rencontre des civilisations sur le choc des incultures, l'importance que nous attachons à la figure, à la pensée de Mohamed Harkoun. Il a beaucoup contribué à améliorer la connaissance érudite que nous avons en Occident de la tradition de pensée de l'islam. Il a appliqué les outils les plus modernes de la connaissance historique, la lecture des textes, à l'histoire de la pensée islamique. Il a ouvert la voie à une réappropriation critique par les musulmans de leur histoire spirituelle religieuse. Et il illustre la grande tradition française, européenne, méditerranéenne, de la dialectique, du dialogue entre la raison et la croyance, entre la religion et la liberté de l'esprit. Il a contribué aussi à déconstruire les stéréotypes, les clichés que l'Orient et l'Occident ont l'un sur l'autre. L'islam, ça n'est pas que le fondamentalisme. L'Europe, l'Occident, ça n'est pas que le matérialisme. Et il a beaucoup dialogué avec des écrivains, des auteurs qui appartenaient à d'autres traditions religieuses que des juifs, des chrétiens. Donc pour tout cela, il nous inspire. Et beaucoup de choses que nous faisons ici, au Maroc, à l'Institut français du Maroc, s'inscrit dans les chemins de pensée qui ont été ouverts par lui. Alors, je pense à tout ce que nous faisons autour de la philosophie, tout ce que nous faisons autour de la question du religieux, du rapport entre religion et politique. Et je suis très heureux d'avoir pu, avec l'ambassade de France, aider la publication de cet ouvrage de notre ami Rednani. Voilà, merci madame d'être ici. Et je vous dis mon admiration pour le travail que vous faites pour faire vivre cet héritage vivant, dynamique, cette pensée ouverte de Mohamed Harkoun. Merci beaucoup. Une fois toute cette organisation, ces amis qui sont venus de loin, et en ayant remis le prix à notre très grand ami algérien qui est venu spécialement pour recevoir le prix, je vous annonce, donc je peux le dire, que nous allons faire le premier salon maghrébin à Oujda, et j'espère que vous n'aurez pas à faire ce périple de 450 km, venir, et de Oujda, de Batna, vous avez moins et vous arriverez, et j'espère et je souhaiterais que 2017, ces frontières s'ouvriront pour que le Maghreb puisse s'ouvrir. Cet ouvrage que je vous donne, ça parle du nationalisme marocain, c'est pas pour l'envoyer à lire aux Algériens, mais surtout d'un grand philosophe et historien marocain, Mohamed Al-Alaoui, Abdallah Al-Alaoui, et dans le prochain livre qui va sortir pour la rentrée littéraire marocaine, il y aura un livre où il parlera des relations entre le Maroc et l'Algérie. Pour terminer, je voudrais vous remercier chaleureusement pour votre présence et j'aimerais aussi que vous consultiez ce site qui m'a pris 3 années de travail et qui est un vecteur pour diffuser la pensée de Mohamed Harkoun. Il y a des centaines de conférences, d'interviews télévisées, il y a même des cours à la Sorbonne. Et ma plus grosse satisfaction, c'est que des conférences qui étaient écoutées par 300 personnes au maximum sont aujourd'hui vues par des dizaines de milliers de personnes à travers le monde, y compris en Iran, y compris au Pakistan. Et je reçois des mails sur le site de la Fondation. Ces gens voudraient que toutes les vidéos qu'il y a en français ou en arabe soient traduites soit en persan, soit en italien, soit en allemand. Donc vous,
pouvez, je crois qu'il y a des enseignants, il y a des étudiants, vous pouvez aller sur le site. D'ailleurs, maintenant c'est un passage obligé pour les étudiants qui font des recherches. Ils vont directement, et ça leur facilite les choses, d'accéder à ces textes, d'accéder à ces conférences. Et j'espère que la société civile, dont il parlait toujours, et qui a un rôle important, tout ce que j'ai mis sur le site, il est à titre gratuit. Et donc, vous pouvez prendre ces enregistrements, les projeter comme on a fait aujourd'hui, et en débattre. Tout à l'heure, quelqu'un disait comment on va accéder à ces textes. Bon, il n'y a pas que les textes. On peut d'abord commencer par ça, et puis ensuite, alors pour les textes, il y aura d'autres rééditions. Il y a des centaines de fichiers dans l'ordinateur de Mohamed Al-Koun qui demandent à être publiés. Mais c'est un travail de longue haleine, et j'espère que ma famille qui est ici présente et certains de mes amis seront indulgents avec moi, parce que je me suis effectivement isolée, je n'ai plus de vie sociale. Depuis 6 ans, je ne fais que ça. Que sur la peinture. Parfait. Mais je t'appelle parce que... Avant de partir, une petite signature sur le contrat.